Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons braquer cette semaine sur Cartouche, sans mauvais jeu de mots, un artiste touche à tout qui est juste à côté de moi. Bonjour Cartouche. Bonjour, ça va? Je suis ravie de vous retrouver à KTO. Ah, merci. Alors je le disais, artiste touche à touche, puisque vous êtes humoriste, comédien, danseur, mime, écrivain et maintenant scénariste et réalisateur. C'est moi ça? Ouais, entre autres, mais pas chanteur. Ah non, j'ai pas la voix et je trouve que c'est aussi un vrai métier de chanter, une vraie technique et il faut prendre du temps. C'est comme jouer au piano, si on sait pas, faut pas faire. Et le scénario, la réalisation, on ne sait pas encore faire, mais quand même on s'y met. Ouais, Parce mais que vous avez pas mal de choses dans vos cartons. J'ai toujours pour écrit votre mes actu. spectacles, j'ai toujours, j'aime. Alors, je fais plein de fautes d'orthographe. J'ai pas été à l'école très longtemps, mais j'aime l'option de l'écriture, de la construction de l'histoire, de trouver cette fin, ce début. J'aime beaucoup construire. Alors justement, je vais parler de votre actu déjà cinéma, derrière l'écran. Est-ce que tu viens à mon anniv? Ça, c'est votre premier court-métrage Ouais. que vous venez d'écrire, Il est réaliser, fini, il est qui est dans les tourné, cartons. Il est monté, il est prêt à Qui partir va bientôt maintenant, être, ouais. on va Diffusé, pouvoir j'espère. Ouais. On va pouvoir le voir dans des festivals. Festival, et puis pourquoi pas une chaîne de télé ou deux. Hein, il a le format pour ça et c'est une petite comédie sympa d'une nana qui fête ses 35 ans et qui invite tous ses amis, toute sa famille. Comment? Combien de minutes Il doit faire un peu moins de 15 minutes. Et elle invite tout le monde, sauf que personne ne vient. Voilà. Et bon, Pas plus. là, il faut. Pas plus. C'est un bon pitch, c'est un bon pitch. Beaucoup de femmes dans vos œuvres, parce que la deuxième chose que vous avez écrite, c'est Le Grand Écart. Donc là, vous êtes scénariste. Bon, peut-être plus. Ça, c'est une adaptation de votre livre dont on va beaucoup parler quand je serai danseur. Et là, qui va être sur grand écran, carrément. Ouais, cinéma, ouais. Cinéma. Ouais, alors ça, c'est un projet qui est long, que je me bats pour qu'il se... Mais ça avance bien. Le cinéma en France, c'est chouette, mais c'est très long. Et c'est des familles aussi, donc il faut rentrer dans les familles. C'est pas évident, mais j'y crois beaucoup et j'ai la détermination pour qu'un jour il soit au grand écran. Et là, pour la première fois, vous serez derrière la j'aimerais caméra, bien. et non pas devant. Ouais, Parce qu'on se souvient de vous, par exemple, dans Podium, c'était dans les années 2000. Mais en fait, la réalisation, c'est un peu comme, pour moi, comme une suite de choses et d'événements qui font qu'on a écrit, on est monté sur scène, et puis après, automatiquement, on a une vision de ce qui se passe sur la scène, dans l'image, et on a envie de dire non, moi j'aime mon idée, je veux absolument que ce soit comme ça, et donc on a envie de défendre ces idées. Ouais. C'est un format qui vous plaît, ça, quand même, la réalisation, le cinéma, c'est rien à voir avec les planches. Moi, je raconte beaucoup d'histoires. J'adore raconter des histoires à mes enfants. Je ne lisais jamais de livres. J'inventais des histoires. Elles me donnaient un thème, une couleur, un animal. Je crée comme ça et j'adore ça. Donc, réaliser, c'est une manière aussi de partir de zéro et d'arriver à toucher les gens, de les faire rire, de les faire pleurer, de les mettre en colère. Donc, j'adore ça. Donc, espèce de machine à émotion qu'on va mettre dans l'image, j'adore, je trouve que c'est un vous outil. Aimez bien l'image, mais vous aimez aussi surtout le vivant, les planches, la scène, le one-man show. Je mourrais comme Molière sur scène, moi j'adore ça, la scène c'est pour moi... C'est vital. C'est vital. D'ailleurs, on va vous revoir. Donc, je continue sur votre actu. Donc, hashtag demain, je me lève de bonne heure. Ouais, c'est un spectacle que j'ai depuis maintenant... Combien de temps? 3 ans, 3 ans et demi, mise en scène par Catherine Marchal. Super avec ce jeu de mots aussi, je me lève de bonne heure. Je m'élève. Je m'élève, bonheur. Voilà. Et c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui raconte qu'il a été très malheureux et il raconte comment il est devenu heureux. Voilà. Simple, hein. Ça a été votre cas? Bien sûr, j'ai eu des moments difficiles. Quelqu'un qui me dit de 0 à 100 ans j'ai été heureux, je ne le crois pas, c'est pas possible. On a besoin aussi de down pour comprendre les situations, comprendre les gens. Alors ça peut être la maladie, ça peut être le relationnel, ça peut être le boulot, ça peut être plein de choses, mais on ne peut pas être en permanence. Sûr. Donc, et il ne faut pas. Parce que là, ça serait faux. Donc, mon personnage, il a eu des moments difficiles. Simplement, le fait d'être un gamin qui voulait faire de la danse classique, mais qui devait se cacher dans son quartier, ça m'a rendu très malheureux parce que je ne pouvais pas partager avec ma famille, je ne pouvais pas partager avec mes amis, je ne pouvais partager avec personne. Donc, ça frustre et ça amène de la douleur. Donc,
faut pas être heureux tout le temps. On va beaucoup en parler de ce parcours Avec qui est quand plaisir. même incroyable, atypique. Mais je finis un peu sur votre promo parce que donc il y a hashtag Demain je me lève donc sur les planches et on vous trouve aussi sur les planches. Et là c'est une nouveauté, c'est un nouveau spectacle. C'est Céline comme la chanteuse. Ouais. Donnez-nous le pitch parce que C'est une pièce de théâtre. On sera 2 sur scène. Ouais. Ça sera on commence en avril. Tournée de rodage et ça sera sur Avignon cet été. Ouais. Alors Céline comme la chanteuse, c'est une pièce que qui est soutenue par la DAMI et c'est une pièce qui parle d'un homme de ménage qui se retrouve là par hasard à l'Élysée et la nouvelle présidente de la République, tiens c'est bizarre, on le sait bientôt, la nouvelle présidente de la République arrive à son bureau, elle prépare l'annonce d'une grande loi et ils vont passer toute la nuit tous les deux à discuter. Alors c'est 2 mondes complètement différents. Il y en a un qui a fait des études, mais pas plus que ça, qui ne trouve pas de boulot. Il y a la présidente avec tout le protocole d'un président. Et ils vont passer toute une nuit à échanger, à rire, à danser, à parler sur la vie. Et je ne peux pas dire pourquoi ça s'appelle Céline comme la chanteuse, mais il y a un lien avec la Céline. Donc j'ai hâte. C'est un projet qui m'excite aussi là. avec un sacré timing, en même temps que les élections, Ouais. que la présidentielle. Ouais. J'aimerais Ça bien. c'est quelque chose que vous suivez, la politique? Comme je pense beaucoup de gens, j'y crois pas beaucoup, j'y crois plus. Mais une femme présidente, bon, là vous êtes peut-être... Voilà, ça dépend qui, parce que c'est toujours pareil. Mais une femme présidente qui arrive à prendre des décisions... moi j'ai toujours dit que quand il y avait une femme quelque part, les guerres étaient différentes, il n'y en avait pas, le relationnel était adouci. Voilà, j'ai toujours pensé que les femmes avaient ce pouvoir d'adoucir les hommes. Donc j'ai suivi un petit peu en Islande cette femme qui gère un peu le pays, ou d'autres, même Merkel, même beaucoup de femmes comme ça qui ont géré des pays, ont toujours été des femmes fortes, intelligentes et qui ont réussi à imposer des choses et des choses bien. Donc pourquoi pas en France? Et ça serait bien. Alors ça dépend qui, bien sûr, hein, toujours pareil. Mais ouais, j'aimerais bien. Je trouve que ce serait très intéressant. À suivre. Ouais. Et ça, on pourra vous voir donc En 2022. en 2022, Voilà. mais c'est écrit. Ah oui, c'est prêt. Bon, hein. On attaque les répètes en février. Vous commencez à répéter en février. Céline comme la chanteuse. Ouais. Bon, on a deviné qui. Et puis, dans vos cartons, dernière chose, c'est alors un livre. Nouveau livre, un livre choral, puisque c'est vous qui l'avez organisé aussi avec Aurélie Godefroy. Ça s'appelle Le bruit du bonheur. Ça sort le 12 octobre chez Le Duc Édition. C'est Albin Michel également. Ouais. Et là, vous nous révélez les secrets du bonheur de 26 personnalités. Donc il y a tout type de profils. Il y a Frédéric Lenoir, il y a Boudère, il y a Najat Belkacem, il y a Valérie Damido, il y a Christophe André, donc des gens extraordinaires. présentateur aussi. Voilà, David Fonkinos. David Voilà. Fonkinos, l'écrivain. Plein de gens, Taufik Béhar, des gens pas connus aussi, mais qui ont dans leur vie des positions très intéressantes. Et l'idée, c'était après mon spectacle, j'avais souvent le public qui venait me voir, qui me parlait du bonheur. Et je sentais que c'était un sujet qui touche de plus en plus les gens, pas parce qu'on veut tous être heureux à 100%, mais qu'est-ce que le bonheur? Où est-ce qu'on va chercher le bonheur? Est-ce que c'est permanent? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le bonheur vient facilement? Est-ce qu'il faut croire en Dieu? Est-ce qu'il faut... ou pas du tout? C'est plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Et en parlant avec Aurélie, on s'est dit, mais ça serait bien d'avoir des personnalités différentes et qui nous donnent un peu leur chemin de fer, leurs idées de comment eux, ils sentent le bonheur, est-ce qu'eux ils sont heureux, est-ce qu'eux ils ont des recettes, et donc on a posé 15 questions qui étaient les mêmes à chacun et ils répondent différemment et c'est très très intéressant. Il faut quand même rappeler qu'il y a 1 euro pour l'achat de ce livre qui est reversé à une association que vous défendez, donc je suis qui s'appelle C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, ouais. d'Omar Sy. Ouais. C'est Omar et sa femme qui ont initié cette association, ça a presque plus de 10 ans, je crois, maintenant, et qui est une association extraordinaire pour les enfants qui sont à l'hôpital, atteints de maladies graves. Très graves, et qui et souvent, une fois par an, on se réunit, une fois par an, sur Paris, une fois par an, on se réunit dans les hôpitaux, où on passe la journée avec les enfants, on leur apporte des cadeaux, on fait des spectacles, on rigole, on va les voir dans leur chambre. Et c'est bouleversant, parce que pareil, ils nous mettent une claque d'énergie et de joie de vivre. Et voilà, j'avais envie aussi que ce livre sur le bonheur, on puisse récupérer
quelque chose pour eux, quoi. Vous y allez souvent dans les hôpitaux voir, Ouais, voir moi, ces enfants, ouais. c'est quelque chose qui voilà, surtout les enfants, moi je suis assez sensibilisé parce que j'ai deux enfants et que ils vont super Deux bien. filles 2 filles, 16 et 11 ans, 16 16 et ans. 11 ans, ouais. Et L'âge difficile? bah c'est 16 ans, c'est l'ado dans sa splendeur, donc c'est encore autre chose, c'est une autre période. Comme j'ai 2 enfants qui vont super bien, je me suis toujours dit, mais quelle chance j'ai Ouais. d'avoir ça dans ma vie. Et elles sont merveilleuses, je les aime fort. Et le fait d'aller voir d'autres enfants, ça m'encourage parce que je me dis, mais ces êtres sont extraordinaires. Donc ouais, je suis assez sensible et je réponds oui à chaque fois, quoi. La santé, c'est la base du bonheur. Ouais, Être en bonne santé, c'est bien sûr. sinon le reste ne suit pas. Bien sûr. On Voilà, en reparlera. la santé mentale, la santé physique, c'est quelque chose ouais, qui est bien 80% du bonheur. Ça, c'est sûr. Alors, revenons sur votre histoire quand même singulière, qui a fait l'objet d'un livre déjà, je crois, c'était au début des années 2000, 2006, 2006, Quand ouais. je serai danseur. Vous avez une histoire incroyable, l'histoire de Billy Elliot, qui était un petit gamin de banlieue populaire, qui s'est pris de passion pour la danse Ouais. et qui est devenu danseur. Et c'est votre histoire, Ouais. incroyable, parce qu'en plus le film est sorti, je crois, juste Après votre ouais. histoire, donc Ouais. c'est pas vraiment inspiré Non. de votre histoire. Oui, il faut rappeler, donc vous étiez dans la banlieue de Montfermeil, j'étais à Montfermeil, 93. Montfermeil, je crois que Ouais. c'était à Chelles. Enfin, c'est pas En fait, très loin. ça se touche. Ça se voilà. touche. Hein. On a déménagé, on a grandi à Montfermeil et après on a déménagé à Chelles. Et tout a commencé en fait grâce à la télévision. Oui, bien sûr. C'est C'était ma ça, babysitter, la télé. Quand on était, parce qu'on était quand même pas mal à la maison, on était 6 enfants, et quand on sentait qu'il y avait de l'énergie qui montait, ma maman elle avait le réflexe et la rapidité de nous mettre un dessin animé et de nous poser devant un film ou un dessin animé, et ça calmait tout le monde. Et souvent, moi, ça m'emportait, ça me faisait rêver. Et puis, le samedi soir, il y avait les fameux Mariti Gilbert Carpentier, les shows, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est absolument ça que je veux être. Et ça me touchait, ça me faisait rêver, quoi. Et puis, c'est comme ça que un mercredi matin, je suis allé au conservatoire, taper à la porte. Alors ça c'est incroyable, oui, Ouais. parce que vous avez cherché où se trouvait le conservatoire, vous avez, En fait, vous avez presque vu la lumière et vous êtes rentré. Voilà, mais c'est un peu ça. C'est Mais je savais incroyable. parce que quand on prenait le train pour aller à Paris, on faisait Chelles, Conservatoire de Villemont, Rincy. du Rincy, et on voyait sur le mur écrit conservatoire Ouais. de danse. Et moi, ça m'avait fait tilter. Donc, et un matin, donc j'ai pris le train tout seul. Je suis passé sur les barrières, j'ai pris le train, je savais que c'était à une station, je suis descendu, j'ai cherché le conservatoire. Je suis rentré dans la cour, j'ai vu la porte et j'ai tapé. J'entendais la musique classique, mais c'était pas classique que je voulais faire, c'était danser. Et j'ai claqué à la porte comme ça, et puis on m'a ouvert, j'ai fait comme ça, et c'était un Manuel, un mec qui m'a regardé, il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis je veux danser. Incroyable rencontre parce qu'il vous a fait danser gratuitement. Ouais. Alors, il m'a dit accroche-toi à la barre, donc je me suis accroché à la barre. Alors il fallait voir le look, hein. Il y avait les petites filles de tutu, chignon, chaussons, puis il y avait un petit mec avec cheveux à la Jackson 5. Un petit mec qui vit un conte de fées quand même à ce moment-là. Non, pas du tout. J'étais là, sur le moment, j'étais pas dans cette réalité-là. Ouais, j'étais plutôt. Mais vous a laissé entrer. Enfin, c'est quand même incroyable. Ah oui, il avait la main sur le cœur. Enfin, un autre aurait pu vous dire vous, qu'est-ce que vous faites là? Allez vous inscrire. Non, Quelle rencontre il vous a ouvert les portes de tout. Ah, mais il a capté. Il a eu ce réflexe de générosité. Ouais. Et puis. En fait, l'idée, c'était de ne pas me faire payer ou payer. En fait, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux danser. Ça l'a étonné. Il m'a dit, accroche-toi à la barre et commence. Et puis, quand je me suis mis qu'il a commencé à comprendre la détermination, au fur et à mesure, puis un jour, il m'a dit, mais qui va payer tes cours? Et je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas d'argent pour payer mes cours. Et il m'a dit, d'accord. Bon, tu viens tous les mercredis et tu viens tous les samedis. Et il n'a pas demandé plus que ça. Et puis, il m'a suivi très longtemps comme ça. La détermination à payer. Comment? La détermination à payer. Vous êtes là. La maintenant, détermination paye toujours. Ouais, on en reparle et on va continuer sur votre parcours avec la deuxième partie de cette émission. Alors je vais m'éclipser. Vous allez rester seul dans le noir avec 4 mots qui vont vous être présentés. À vous de nous les éclairer et les commenter.
Cartouche, Oui. est-ce que vous êtes bien? Ouais, je suis bien. Je me sens seul, mais... Bien accompagné. Le premier mot que je vous propose, c'est masque. Masque. Ah là là, ce masque. Ouais, c'est toujours un peu, pour moi, un peu bizarre parce que c'est toujours se cacher derrière un masque. Et je trouve pas ça forcément positif parce que j'aime bien voir les yeux, le visage en entier, vivre, la bouche, le sourire, les fossettes. Et depuis 2019, on nous demande de mettre des masques et encore aujourd'hui. Donc, je trouve que ça éteint un petit peu, ça nous éloigne les uns des autres. Mais bon. Après, quand je pense masque, je pense aussi la comédia dell'arte, où les comédiens font un vrai travail du masque, avec des sublimes masques en cuir à l'italienne. Donc voilà, je trouve que c'est un mot qui aurait pu être chouette, mais qui l'est un petit peu moins en ce moment. Intéressant ce que vous dites. Le masque, c'est aussi le masque neutre. Ouais. Pour le mime, ça c'est aussi une de vos facettes. Ouais, c'est vrai que alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que le corps est pour moi, je dirais même qu'on devrait, ça devrait être obligatoire dans les écoles primaires, à la maternelle, on devrait faire danser les enfants, les faire jouer avec leur corps, le mime, c'est quelque chose de voilà, l'expression du corps est très important. D'ailleurs, on aime beaucoup les Italiens pour ça, quoi, pour leur gestuelle, pour leur énergie. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'important, mais ce qui est bien dans le mime, c'est qu'on n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de cacher quelque chose, et ça, c'est le côté positif. Après, le mime, ça peut être à la longue un peu, un peu triste et un peu fatigant. Le masque, vous sentez pas parfois un peu masqué vous-même, un personnage masqué, multimasque, secret? Vous avez longtemps caché à toute votre bande de copains que vous dansiez justement et... Ouais, non, je me sens secret, oui, ça c'est sûr. Masqué, non. Je pense que quand on me pose une question, quand on vient vers moi, il n'y a pas je me planque pas. Mais secret, oui, parce que surtout, on me demandait tout à l'heure pourquoi je n'étais pas dans les réseaux sociaux, j'étais discret, parce que justement, c'est quelque chose j'aime pas trop montrer mes enfants, j'aime pas trop montrer ma vie, j'aime pas trop montrer mon appart. C'est quelque chose qui m'appartient, c'est un peu une frontière que je cache, qui est à moi. Mais ceux qui sont invités voient ça sans problème. Mais le masque, c'est un peu faux quand même. D'ailleurs, le mot masque, il y a quelque chose de faussé, donc de planqué, je me cache derrière. Donc, je pense pas me cacher, non. Je pense juste, ouais, secret. Mais secret, quand j'étais gamin, j'étais obligé de garder mon secret, sinon j'aurais perdu tous les sens de ma détermination de vouloir danser et de faire de la danse classique, parce que dans les quartiers, on peut pas faire ça. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui, malheureusement. Ouais, il y a une pression du quartier social qui empêche tous les gamins de faire des choses qui sont un peu ordinaires, quoi, qui sortent de l'ordinaire et voilà, on va les empêcher parce que l'inconnu fait peur, on sait bien. Donc, est-ce qu'il va pas devenir PD? Est-ce qu'il va pas devenir comme ci? Est-ce qu'il va pas devenir une... Voilà, ça fait peur tellement alors que c'est pas la réalité, quoi. Donc, quand on ne connaît pas, on préfère ne pas faire exister. Quand est-ce que vous vous êtes révélé comme danseur auprès de votre bande, vos copains, votre famille? La télé, c'était l'émission de Nulle part ailleurs avec Nagui. C'était la première télé où Nagui a raconté mon histoire. Il y avait Marie-Claude Pietragalas, on s'était rencontrés à cette émission-là. Et ça a été un tsunami, ça a bouleversé tout le monde, parce que tous les mecs du quartier on dit mais attends, mais c'est pas possible, on le connaît lui, c'est Farid. Et ça a été une explosion de tous les côtés. Et ça s'est fait naturellement, mais avec force. C'est-à-dire que bon, il y avait 3-4 millions de personnes qui avaient entendu mon histoire. Maintenant, donc ça réveille. Oui, c'est sûr. Il y a toujours beaucoup de jeunes de quartier qui vous écrivent, qui vous contactent, non? Ouais, pas...
Alors, la plupart pensent qu'effectivement, le fait d'avoir fait de la danse classique, peut-être que pour eux, je suis homo, ou peut-être que pour eux, voilà, je ressemble à quelque chose qui les touche eux. Et en fait, je les encourage toujours à leur dire que c'est pas le problème d'être gay ou pas gay, c'est le problème de ne pas avoir peur de l'exprimer, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie de dire, même si ça doit fâcher, même si ça doit vexer, même si ça doit... En fait, on doit absolument avoir cette énergie, cette force d'exister parce qu'on a envie d'être. Et il n'y a personne qui doit nous en empêcher, et il n'y a personne qui doit dire le contraire, ni la famille, ni le père, ni la mère, ni les copains. Personne ne doit empêcher qui que ce soit de vouloir être ce qu'il a envie. Et quand je dis à mes enfants, je dis souvent, je leur dis que personne doit, ces deux filles, personne doit vous empêcher de vous habiller comme vous avez envie de vous habiller, de parler, de dire ce que vous avez envie de dire. Vous êtes à part entière des êtres humains qui avaient la parole et qui pouvaient exprimer les choses. Donc je les encourage à être eux-mêmes et de ne pas avoir peur. Alors des fois c'est facile de le dire parce que quand on n'est pas dans leur univers, ça peut être c'est différent, parce que quand ils vivent le sarcasme, quand ils vivent la violence, quand ils vivent le harcèlement, c'est pas facile, quoi. On le voit pas. Et un enfant est capable de garder un secret très, 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 très longtemps. Ouais. Je vous propose de passer à notre deuxième mot. Joie. Ça arrive souvent ici, mais là, ça sera Algérie. Ah. Moi, je suis allé quand j'étais petit et j'ai plus jamais voulu y retourner. Parce qu'il s'était passé quelque chose d'assez dur et assez avec moi par rapport au service militaire, et j'étais vraiment très très dur envers eux, et ça m'a vraiment bloqué pour aller là-bas. Et un jour on m'a proposé de faire un spectacle là-bas, et quand j'ai compris que le spectacle il n'était pas pour le peuple mais qu'il était surtout pour le gratin militaire et le gratin, ça m'a pas intéressé, et j'étais très distancié après avec eux. Mais je sais que c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une langue que j'aime bien, c'est la nourriture que j'aime beaucoup, j'ai grandi avec des Farid Atrache, des chanteurs que ma mère adore, et j'ai grandi avec vraiment la langue, l'énergie, les rigolades, voilà, c'est un peuple qui est très joyeux. Donc, et le mot Algérie, je trouve très beau. Ça veut dire quelque chose ? Sûrement. Je sais que Farid, par exemple, ça veut dire fleur et ça veut dire unique. Donc je suis l'unique fleur, peut-être, je ne sais pas. Et Algérie ? Je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde. À voir. Vous venez d'où, en fait, ou votre famille vient d'où en Algérie ? Eux sont de l'ouest, Sidi Bel Abbès, et Medroma, Tlemcen, Oran. Ouais. C'est le pays du rail. Vous n'aviez pas beaucoup de rapports avec votre père. C'était un homme très taiseux, comme on dit. Alors que du côté de votre mère, il y avait beaucoup de joie. C'était une grande famille que vous aviez. Je crois que vous avez 3 frères et 2 sœurs. C'est ça. Ouais, j'avais un papa... un papa qui était très terre à terre. C'était quelqu'un qui, pour lui, par exemple, il n'a jamais vu un de mes spectacles. Il n'a jamais rien vu de moi, ni lu quoi que ce soit de moi d'ailleurs. On lui parlait de moi là-bas, mais c'était pour lui quelque chose d'assez... Quand on se voyait, il me demandait si j'avais un travail, si je gagnais de l'argent en faisant mon travail, dans le sens... Parce que j'étais plombier, boulanger. Mais je lui disais, mais je suis comédien, mais c'était pas concret pour lui. C'était abstrait, ça veut rien dire. Ça a été une souffrance pour vous, ce manque de reconnaissance. Ouais, c'est pour ça que j'encourage toujours les gens autour de moi à pas avoir peur d'être ce qu'ils veulent être. Et si j'avais écouté, en fait, la raison, je ne serais pas là en train de discuter avec vous de mon parcours ou de mon métier. Mais
c'était dur, ça a été dur. Et en même temps, cette souffrance, on parlait de ça, et c'est pour ça que le bonheur est quelque chose d'important pour moi, mais la souffrance m'a permis de construire des grands ponts avec le bonheur. Donc oui, c'est toujours triste de ne pas pouvoir communiquer avec son papa et de ne pas pouvoir lui exprimer les choses profondes qu'on a envie de faire. Et quand on le faisait, ça ne le touchait pas, ça ne l'atteignait pas. Il n'y avait pas d'encouragement. On a envie de dire mon fils, vas-y, c'est super ce que tu fais. On a envie d'entendre ça quand on est enfant. Moi, j'ai entendu tout l'inverse. Mais ça a déclenché une espèce de résilience, peut-être, de combativité, d'énergie à déterminer, je ne sais pas. Donc oui, c'était pas facile. Difficile, oui. Votre mère compensait d'une certaine façon? Elle avait un caractère très joyeux, elle rigolait tout le temps, mais c'était une chef d'entreprise. Elle avait 3 garçons, 2 filles, il fallait faire à manger à tout le monde, il fallait surveiller les écoles, il fallait surveiller les cours, il fallait préparer Noël pour tout le monde, les anniversaires. Donc c'était quelqu'un qui était très... elle était autodidacte, donc elle a appris à conduire, elle a appris à écrire, à faire de la dactylo. Elle a fait des choses qu'elle ne savait pas du tout faire. Elle est venue très jeune aussi en France. Et elle s'est vraiment, vraiment, vraiment battue, quoi. Elle se bat encore pour... Voilà, c'est quelqu'un comme une femme... voilà, de toute façon, comme on dit dans les familles comme ça, c'est toujours la femme qui décide en sous-marin, mais qui décide tout. Mais heureusement qu'elle a été là. J'ai découvert le phare breton grâce à ma maman. Donc, je pense que c'est quelque chose pour moi qui est assez... on a envie qu'on ait cette double culture et puis qu'elle puisse se mélanger. Donc, quand on allait à l'école, à la rentrée, le 15 septembre, on avait tous des vêtements différents, neufs. On se sentait comme les autres, quoi. Donc, c'était très important pour elle et pour nous. Vous le disiez un peu tout à l'heure, souffrance et bonheur vont souvent de pair, main dans la main, l'un après l'autre. C'est notre 3e mot, le bonheur. Ouais. Je pense qu'on a tous la chance, en tout cas, de toucher le bonheur. Alors le bonheur, il ne faut surtout pas croire que c'est extérieur à nous. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est cet intérieur qui va faire bouger l'environnement. Dans le bouddhisme, on dit terre impure, terre pure, cœur impur, cœur impur, terre impure, cœur pur, terre pure. Donc vraiment, c'est ça. C'est ce qui est à l'intérieur, plus c'est pur, plus c'est joyeux, et l'environnement extérieur devient exactement comme notre environnement intérieur. Donc c'est ça qu'il faut chercher, c'est chercher la joie à l'intérieur, la force de ne pas avoir peur des choses, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de l'insuccès, de ne pas avoir peur du relationnel, de ne pas avoir peur de l'expression, de pas avoir... C'est ça qu'on doit travailler au fur et à mesure du temps et de la seconde qui passe. Et on devient de plus en plus fort et on est capable de changer des choses dans nos vies. Et on devient heureux parce que... il m'arrive, moi, de marcher et de me dire, d'avoir une espèce de bouffée de bonheur et de me dire, mais qu'est-ce que je suis bien, quoi. Voilà, il y a les gens sont heureux, là, il fait beau, voilà. Et c'est pas... Alors, ça va contribuer, mais c'est pas l'argent, c'est pas avoir une femme sublime dans ta vie, c'est pas avoir le boulot de tes rêves, non, c'est ce que tu vas travailler à l'intérieur de toi. Et quand on parle par rapport à ce livre, Le bruit du bonheur, qu'on discute avec tous ces gens-là, tous les gens qui ont des réussites et d'autres qui n'ont pas de réussite, ils disent tous à un moment donné que dans leur vie, c'était des catastrophes nucléaires. Et la seule manière qu'ils ont transformé ça, c'est de cette confiance qu'on a au fait que ça va changer. Il y a un moment donné, ça va changer. Il faut croire au fait que ça va changer. C'est ça pour moi le bonheur. Est-ce qu'il faut avoir souffert beaucoup pour goûter davantage au bonheur ? C'est pas l'histoire de quantité, hein. Il y a des gens qui, je sais pas moi, il y a des gens pour qui parler devant 1000 personnes, c'est impossible, c'est une frayeur monstrueuse. Et puis pour d'autres, parler devant 5000, 12 000, il n'y a pas d'effet. Donc on n'est pas égaux à la situation. Donc on a le problème de notre capacité à les transformer.
Et j'aime beaucoup, il y a toujours en bouddhisme, on dit que le lion, il met la même force pour écraser une fourmi que pour écraser un autre animal. Il ne fait pas de différence. C'est la même énergie. Donc, sauf que ce qui est en face de nous nous fait réagir différemment. On n'est tous pas égaux aux situations. Donc, certains vont être frileux dans le boulot, d'autres vont être peureux en face d'une histoire d'amour, d'autres vont mal gérer. Voilà, donc le problème, finalement, on s'en fiche. C'est comment on le reçoit et comment on décide de le transformer. On parlait du racisme tout à l'heure. Depuis le moment où j'ai eu cette maîtresse, j'ai compris ce qu'était le racisme, mais j'ai surtout dit, je me souviens très bien de me dire que plus jamais c'est quelque chose qui allait me gêner dans ma vie. Et c'est une réalité parce que je ne me suis jamais fait contrôler dans le métro, par la police. Je me suis jamais j'ai jamais eu un contrôle de faciès, parce que je savais qu'à l'intérieur de moi, ça ne me posait pas de problème. J'avais pas peur de ça. J'avais pas peur du contrôle, j'avais pas peur de... On me demandait mes papiers, j'avais aucune hésitation à sortir mes papiers, elle est donnée. J'avais pas peur de ça. Le racisme, il existe. Je le sais quand je dois déménager et que je dois chercher un appartement. Quand je mets mon dossier, il y a mon nom dessus et j'ai vu des gens en 2 secondes refuser mon dossier alors qu'il était super bon. Et puis j'ai vu des gens m'ouvrir la porte et me dire « Ah, désolé !» Ah là, mais on vient de dire oui à la personne qui était juste devant. J'en ai eu voilà, mais ça ne me gêne pas. Ça me rend triste. Je trouve ça inadmissible. Je trouve ça, voilà, si ça s'exprime devant moi, je me tais pas. Voilà, si on a une réflexion à côté d'une personne, à côté de moi, je défends, voilà. Mais je crois que la force intérieure, c'est important de se muscler intérieurement sur tous les niveaux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est très très clair. Puissant, comme le lion dont vous parliez tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure aussi. J'ai entendu 2 fois le mot bouddhisme. Pour revenir sur votre livre, Le bruit du bonheur, quel est le bruit que fait le bonheur pour vous ? Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est inconscient. Chaque fois que j'ai un appartement nouveau, je m'aperçois qu'il est à côté d'une école. Et le bruit de la récréation des enfants, pour moi, c'est un bruit du bonheur. Les enfants rire, courir, pleurer, cette énergie d'enfant, ça me touche beaucoup, moi. Donc, je crois que le bruit du bonheur, pour moi, il y en a plein, mais il y a la joie des enfants. Il y a le silence quand on se retrouve en montagne, tout en haut, au-dessus des nuages, au-dessus d'une mer de nuages, et c'est feutré, il y a un silence, mais qui fait du bruit quand même, mais qui est là. Il y a plein de silences comme ça qui me touchent. Quand je vais rentrer sur scène, allez, 30 secondes, 40 secondes avant de passer la phase du pas sur scène, d'entendre le public se préparer à rire, à discuter. Alors j'entends des bribes de conversation. Ah, mais c'est la première fois que je viens, il paraît que c'est sympa. Ah oui, mais moi je l'ai vu, c'était ça. Ah, je rigole. Puis qui parle à sa femme, qui parle à ses enfants. Toutes ces choses-là, ça me bouleverse souvent. Ouais. Donc le bruit du bonheur, il est un peu partout. Hein. La musique aussi. Et la musique. Ouais, Vous êtes aussi un grand classique. amateur de musique classique. Ouais. Ouais, la musique classique, c'est du bonheur. La musique d'Otis Redding, c'est du bonheur. La musique d'Etta James, c'est du bonheur. Il y a plein de... la dernière chanson de Christophe Maé, Le Soleil, mais c'est d'une joie. Mais j'adore ce mec. Il y a plein d'artistes qui me touchent dans leur création, dans leur... dans un musée. Les musées, quand tu t'assois, tu regardes un tableau... Il y a 2 manières. Il y a quand tu regardes le tableau lui-même,
Alors ça te touche pas, bon, tu regardes un petit peu. Et puis aussi l'observation des gens qui regardent le tableau. Moi, je suis un observateur, j'adore regarder les gens. Mon kiff quand j'étais gamin, c'est aller m'asseoir dans une gare, et puis regarder, aux heures de pointe, et regarder les gens marcher, rentrer, courir. Moi, ça me faisait plaisir. Et donc, de regarder les gens regarder, de regarder les gens apprécier quelque chose. Un esthète. Ouais. Allez, on passe au 4e mot. C'est croire. Ouais. Alors là, on va peut-être développer davantage. Bon, vous êtes, j'imagine, de religion musulmane au départ. Et maintenant, vous parlez de bouddhisme beaucoup. Et c'est la religion que vous incarnez aujourd'hui, que vous habitez plutôt. Ouais. Alors, comme tout le monde, comme tous les êtres humains, on a envie de croire à quelque chose. Moi, quelqu'un qui dit que je crois en rien, c'est pour moi un peu difficile. Donc, ce qui est certain, c'est que si Dieu existait dans la forme qu'il doit exister, j'espère comme tout le monde, je pourrais le voir et le discuter avec lui à un autre moment. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je suis Farid aujourd'hui sur Terre et que pour l'instant, il ne parle pas avec moi. Bon, d'une manière peut-être que je ne sais pas, mais voilà. Et j'ai toujours cherché quelque chose qui me touche et le bouddhisme est une philosophie plus qu'une religion, mais c'est une philosophie qui me parle beaucoup. D'abord parce qu'elle m'encourage à croire en mon intérieur et en moi. Elle m'encourage à croire aussi à l'autre. Elle m'encourage à réfléchir pas que sur l'humain, mais sur les objets, sur les animaux, sur la nature, sur les arbres, voilà. Elle m'encourage aussi au lien que toutes ces choses-là ont. Elle m'encourage à dire que j'ai la chance d'être un être humain, avec ce que je suis, c'est-à-dire la mécanique de l'humain, moi, ça me fascine. Ça me fascine de voir une femme qui a un corps qui s'enclenche quand elle prépare un nouveau-né et tout ce qui se passe à l'intérieur du corps de la femme qui se met en place. Je trouve ça hallucinant. Je trouve que le cerveau, c'est un truc de malade. Je trouve que tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet de parler, d'échanger, de goûter, d'entendre, je trouve ça extraordinaire. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que le bouddhisme qui m'a amené et qui m'a mis en fait en osmose avec tout ça, en partant de moi. Et donc j'ai développé ça, j'ai lu beaucoup, j'ai compris l'histoire de Shakyamuni, j'ai compris l'histoire de plein d'histoires sur le bouddhisme, et c'est quelque chose qui colle bien à ce que je suis et qui me fait du bien. Et qui n'est pas non plus, on peut être bouddhiste musulman, on peut être bouddhiste chrétien, on peut être bouddhiste athée, c'est ça qui est intéressant au bouddhisme, c'est que c'est assez ouvert finalement, et que l'idée c'est de dire qu'on a un potentiel aujourd'hui, et avec ce qu'on a, on peut construire quelque chose de voilà. Et puis il y a un truc qui est extraordinaire, c'est la causalité, l'effet et la cause, qui pour moi est implacable, et ça me parle beaucoup. Une pensée positive égale un acte positif, égale quelque chose qui nous est rétribué dans la vie. Ça, j'y crois beaucoup. Et l'inverse aussi, ça marche. La loi de cause à effet, le karma. Voilà, c'est quelque chose que pour moi m'ébranle, et je l'ai vécu des milliers de fois, et je trouve que c'est fort. Et pareil, quand j'en parlais avec mes enfants, elles-mêmes, quand elles ont des doutes sur un contrôle, sur quelque chose, je les encourage à travailler ça, et l'effet est immédiat et le résultat est derrière aussi, donc c'est assez chouette. Et donc le bouddhisme pour moi est quelque chose de très 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 installé depuis très longtemps, et j'aime beaucoup, et ça m'encourage, et souvent. Et avec le bouddhisme, il y a aussi quand même des pratiques, des rites, des mantras. Voilà, on a un sutra du lotus, il y a une partie du sutra lotus qu'on récite.
matin et soir. Puis il y a un mantra, donc on le récite lui autant. C'est Namyo Horengekyo qu'on récite autant de temps qu'on a envie. Et c'est vraiment c'est une pratique comme toutes les pratiques religieuses. Et le bouddhisme aussi, c'est la réincarnation. Ouais. Ce qui n'est pas forcément la thèse des religions monothéistes. Non. Livre. Alors, moi, je sais que, par exemple, quand je me pose la question, je me dis déjà... Alors, j'ai 2 objectifs. On verra si ça... Je veux vivre jusqu'à 100 ans. Voilà. Et après, je veux être un sportif de haut niveau. Voilà. Donc, c'est ma cause, c'est ça. Et les faits, on en reparlera après plus tard, peut-être. Mais voilà, donc, quand je parle de réincarnation, on parle surtout qu'on a la possibilité de toute façon, le karma, c'est quelque chose pour moi qui est pour moi aussi quelque chose... On peut en parler des heures, hein, mais souvent, tout ce qui est répétitif dans nos vies, quand j'explique le concept du karma, on se dit, ouais, finalement, il y a quelque chose que je n'ai pas transformé, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, et c'est pour ça que ça revient tout le temps. Et souvent, ça revient tout le temps, et jusqu'au jour où on décide de changer ça, et puis ça disparaît, puis on a cette sensation d'avoir avancé, d'avoir grandi. Donc, tout ce qui est karma, réincarnation, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ouais. Et cette nouvelle religion, comment a réagi votre famille, vos proches? Cette nouvelle religion, ça fait quand même... Nouvelle entre guillemets, ouais. Au moment où vous avez basculé aussi, entre guillemets, vos proches, effectivement, votre famille d'origine algérienne, comment a-t-elle réagi? Il faut rappeler que je suis l'artiste de la famille. Donc l'artiste de la famille, c'est toujours le fou de la famille. Voilà, c'est un peu celui qui fait pas comme les autres. Ils sont assez ouverts. Hein. C'est pas quelque chose d'assez comment. Voilà, c'est pas quelque chose ils sont assez compréhensifs. Et dans le cas où ils l'étaient pas, je leur dirais que c'est pas mon problème, c'est le leur. Mais ça peut-être un peu ma maman qui, plus elle vieillit, plus elle rentre dans la religion musulmane, donc plus elle s'inquiète peut-être pour moi, ou elle peut peut-être... Mais ça, c'est l'inquiétude d'une maman vers son fils. Mais je sais aussi qu'elle a tellement confiance en moi, parce que j'ai toujours été assez linéaire dans mes choix de vie et dans mes décisions. Pour elle, c'est un peu comme quelqu'un qui fume trop. Peut-être qu'un jour, il va s'arrêter de fumer. Et le bouddhisme, ça les a peut-être, je ne sais pas, peut-être plus interpellés ou rassurés que si vous aviez dit le christianisme? Ils n'auraient peut-être pas compris. Parce que le bouddhisme, ils ont pas la connaissance réellement du bouddhisme. Le bouddhisme, d'abord, les gens ne savent pas si c'est une religion ou si c'est une philosophie. Tant que je ne suis pas venu les cheveux rasés avec une toge orange et manger des feuilles, ça les a rassurés. Si j'avais dit je crois au christianisme, en Jésus, je veux aller à l'église, c'est quelque chose peut-être qui les aurait inquiétés, mais pas plus que ça non plus. Parce que ce qui est important, c'est que ils ont toujours cette confiance dans mes croyances et dans mes décisions. Donc ici, je pense qu'ils auraient peut-être cherché à discuter, cherché à comprendre, mais ils n'auraient pas cherché à vouloir retirer ça de moi. On n'est pas en danger, hein, si on devient chrétien, on n'est pas en danger. Si on devient musulman, on n'est pas en danger. Si on devient... C'est les idiots qui pensent ça, qui pensent que c'est comme ça, mais on n'est pas en danger de croire en quelque chose. Croire. Il faut croire. Oui, bien sûr qu'il faut croire. Croire en Dieu et croire en soi. Ou croire en rien, on a le droit de croire en rien, mais c'est important de l'affirmer. On termine sur ce mot et je viens vous retrouver, Cartouche. À tout de suite. Alors Cartouche, est-ce que c'est une expérience qui vous a plu, que vous connaissiez ou pas? D'être dans le noir et de répondre à des mots. Voilà. Ouais, c'est intéressant.
l'impression de Vous parler. qui êtes en général dans la lumière, sur scène aussi, c'est vrai que c'est le noir aussi Ouais, en bas, ouais. mais vous parlez aussi beaucoup de vous Ouais. dans vos spectacles. Non, oui, c'est pas déplaisant. En tout cas, c'est un exercice différent parce on s'appuie pas sur quelqu'un, sur le regard, sur l'échange, mais ouais, c'est le mot. Algérie, j'étais surpris. C'est vrai que C'est le mot qui vous a le plus touché? ouais, Ouais. ben touché, je sais pas, mais le Bah plus oui. surpris, ouais. vrai C'est que un mot qui vous fait quand même un peu mal, Non, mais c'est un mot qui résonne qui très résonne, ouais, fortement. qui résonne parce que ça amène l'histoire, quoi. Toute Donc, l'histoire. d'autant plus qu'aujourd'hui même, pendant qu'on se parle, il y a le président qui a fait un discours sur les harkis. Sur les harkis. La France et l'Algérie, c'est un pays qui devrait être frère et frère, et c'est pas toujours le cas, et qu'on voit plein de choses. Donc, et quand j'entends des idiots dire qu'il faut s'appeler plus Mohamed, mais s'appeler, voilà, moi, voilà, c'est touchant, quoi. On se dit, voilà, oh, faut arrêter, quoi. C'était quand la dernière fois que vous y étiez? J'étais jeune, je devais avoir. C'est ça, hein, vous Quatre- n'êtes jamais retourné Non, depuis, c'est ce non, que non. vous disiez. Ouais. Ça, c'est un des rêves que vous... Pas du tout. Pas du tout. Non, Vous avez vraiment plus envie d'y retourner. pas comme ça en tout cas. Voilà. Pas comme ça. Mais proposer un spectacle, un de vos, Ouais, si, ou un de vos films. ouais, je le ferai, j'espère. Les jeunes un voient jour. vos films là-bas Voilà, aussi. oui, bien sûr. Mais je ne voudrais pas y aller s'il n'y a pas derrière une vraie construction d'un voyage. Donc, mon père est enterré là-bas, donc j'irai voir mon père, mais je veux y aller pour peut-être pour recoudre quelque chose. Mais Vous n'êtes pas retourné depuis sa mort? ah, mais je suis même pas. Ouais, bah, quand c'est ils l'ont bien. enterré, j'étais en France. C'est ça. C'est une douleur quand même, hein. Vous dites que c'est pas... Ouais, mais quand c'est pas même. une douleur, il y a un mélange de Vous colère. dites qu'il y a en toute fait. l'histoire, il y a toute Voilà, la... il y a un mélange de il y a colère. La colère, ouais. Voilà, de colère. Elle exprime quoi, cette colère? On parlait beaucoup de bonheur, mais De la colère. c'est aussi l'autre face. Ouais, ça exprime de la colère, de l'injustice, de l'incompréhension sur l'histoire. On l'a vite oublié. Mon père, il s'est tapé pendant 40 ans des sauts de pierre à monter en haut, à se casser le dos, à se lever à 4 Il était heures. maçon. Ouais, à se casser le... Voilà, et il n'était pas le seul. Hein. Donc, voilà, oublier, c'est trop facile. Donc, il y a une espèce de colère vis-à-vis des deux pays, voilà, des deux côtés. Et finalement, c'est les générations d'après qui sont marquées par ça, qui trinquent, ouais. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai envie Et je suis né en France, je suis français, donc j'ai ce sentiment d'être plus français mais de cœur, et ça existe, quoi. Et bouddhiste aussi. Ouais. Ça, on l'a entendu. Ça vous a sauvé, ça aussi? C'est la voie du milieu, un peu, justement? Ah ouais, ça m'a encouragé, le bouddhisme, c'était génial. La méditation, c'est quelque chose que je kiffe, quoi. J'adore. Vous faites ça tous les matins? Ouais, tout le temps, le temps, ouais. Je trouve Combien, que 20 minutes de... plus que ça. Plus que ça? Ouais. Je fais 1h, 1h30. Ah oui? Ah ouais, je fais... Quotidiennement? Quasiment, ouais. Ouais. Quasiment. Quand je suis chez moi et que je suis seul à la maison, je sais ce que je fais. Donc oui, je trouve que c'est quelque chose d'assez puissant pour moi et intéressant. Et c'est une belle histoire, quoi. Le bouddhisme, c'est une histoire géniale. Donc voilà. Et puis je trouve que c'est tellement loin de moi que finalement que ça a toujours été comme ça, quoi. Ça a été proche. C'est vrai. Parce que chez les chrétiens, il y a des trucs qui ne me conviennent pas. Chez les musulmans, il y a des choses qui me conviennent pas. Et dans le bouddhisme, j'ai rien trouvé qui me convenait pas. J'ai cherché. Hein. Vous pensez qu'il y a une espèce de déterminisme, une étoile qui brillait sur vous pour vous faire tracer cette route quand même qui est tellement atypique, tellement incroyable, effectivement, de ce gamin de banlieue, parmi 6 frères, qui a été un peu plombier d'ailleurs, enfin, faire des études dans ce sens-là, et finalement qui est devenu danseur étoile, enfin, qui a eu un parcours incroyable. Et bon, après on connaît humoriste, comédien, écrivain. Je crois pas. Non. Je pense pas que ce soit une étoile. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir pris une décision. Voilà.
faut croire en soi. Voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Exactement. Ça, c'est Saint-Augustin. Ouais, exactement. C'est une phrase que j'adore. Et je crois que quand j'ai décidé d'aller au cours de danse classique, j'ai décidé de ne pas me laisser, excusez-moi du mot, emmerder par tout le reste. Et puis, évidemment, en ce moment, il y a aussi la littérature, l'écriture. Ça, c'est qui parle de bonheur. Donc, Le bruit du bonheur, qui sort le 12 octobre aux éditions Le Duc Éditions, avec tous les secrets de bonheur de 26 amis et personnalités. Alors, c'est intéressant, si juste un petit mot sur ce livre. Ce qui est vachement intéressant, c'est que d'abord, c'est un super cadeau pour Noël, parce que voilà, on peut y aller. Mais surtout, c'est que on peut lire un ou deux... une personnalité qu'on aime et une autre qu'on va découvrir, le fermer, le reprendre un peu plus tard avec une autre personne. C'est un bouquin qui peut se garder tout le temps, qui peut s'offrir facilement, et c'est vraiment... On peut picorer. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est plein de gens différents. Il y a les très connus, puis des gens qui ne le sont pas du tout, mais qui ont des postes très intéressants dans la société et qui racontent quand même, eux, leurs déboires. Et c'est pas parce qu'on est connu et qu'on est riche qu'on est heureux. Bien sûr. Voilà, c'est ça que finalement... On a toutes sortes de personnalités, de métiers. Et Aurélie Godefroy, qui est extraordinaire, qui fait plein... Qui est bouddhiste aussi. Qui présente sagesse bouddhiste. Exactement. Et Aurélie, elle est sublime parce qu'elle a cette connaissance par rapport à cette notion de bonheur, où elle parle souvent avec ses invités et où elle parle aussi dans ses livres, parce qu'elle fait plein de livres aussi. Et ça a été vraiment un chouette duo. Voilà. Et j'espère qu'on va faire le numéro 2, le numéro 3. Numéro 2 et 3. Le bruit du bonheur. Merci encore infiniment, Cartouche. Merci à vous derrière vos écrans. Vous savez que vous pouvez voir le replay de l'émission sur kti-tv.com. À bientôt.